Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Prenez place. Beaucoup de succès sur ce sujet de la cybersécurité qui effectivement intéresse tout le monde. Alors si on parle de nom, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. WannaCry, c'est le virus informatique qui s'est propagé en 2017 dans le monde entier. Il a touché plus de 150 pays. De nombreuses entreprises ont été infectées, comme les usines Renault, par ce rançongiciel. Ce virus qui provoque le chiffrement de toutes les données. Et afin de les récupérer, eh bien, les personnes dont l'ordinateur a été infecté ont été invitées à verser une rançon. Donc on est directement dans le sujet. Ça peut être des actes criminels très graves. Autre nom extrêmement affriolant, NotPetya, eh bien, c'est le destructeur de fichiers qui a fait perdre 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à Saint-Gobain. Et depuis, il s'en est très très bien remis, il est extrêmement bien équipé. Eh bien, si vous avez entendu parler de ces crises majeures, il y a fort à parier que si vous êtes une TPE, si vous êtes dans une PME ou dans un service, même dans un plus grand groupe, vous vous êtes dit oh, c'est incroyable, mais ça va pas m'arriver à moi. On est trop petit, je fabrique des boulons, je suis dans le textile, ça n'intéresse personne. Et votre modestie vous honore, parce que nous, les entrepreneurs, au MEDEF, vous savez qu'on les aime beaucoup, parce que c'est quand même le moteur de l'économie française. Mais hélas, c'est totalement faux, cette modestie. En fait, c'est tout le paradoxe de cette situation. Aujourd'hui, si vous êtes petit, vous intéressez d'autant plus les hackers. Ils cherchent le point d'entrée, peut-être la petite structure moyenne. Ils vont trouver les failles et qui n'est pas faillible, hélas. On doit tous se poser la question. On est dans un contexte, vous l'avez très bien compris, avec une concentration de données, des transactions numériques qui explosent, et donc cette exposition au risque de cyberattaque est amplifiée. Alors, ces informations, vous le savez, elles sont aisément accessibles depuis n'importe où, dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, et c'est pourquoi la sécurité des opérations, des transactions et des données critiques dépasse aujourd'hui les murs de l'entreprise. En bref, la cyber n'est plus réservée aux experts. On est tous concernés, donc vous avez bien raison d'avoir répondu présent aujourd'hui. Les professionnels qui ont été invités par le MEDEF vont toute cet après-midi dans les différentes tables rondes vous donner des outils, des réflexes à avoir pour savoir comment faire face à ces cyberattaques. Qu'ils viennent du privé, du public, que ce soit l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le CESIN, Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, CyRating, agence de notation cyber, des groupes privés spécialistes tels que Thales, ils ont tous répondu à notre invitation, car leur préoccupation, c'est votre sécurité. Et des cas, des attaques, ils en ont vu, c'est intéressant d'écouter ce qui a pu se passer, on en voit tous les jours. Et il y aura possibilité, messieurs, dames, de poser des questions à nos intervenants à la fin de chaque table ronde et à l'issue de cet après-midi, un cocktail où vous pourrez, encore une fois, approfondir le sujet et réseauter. Alors, au préalable, je vais passer la parole à Muriel Thibierge-Batude, qui est présidente du groupe de travail de cybersécurité au MEDEF. Merci Muriel de venir. Et Muriel elle-même, dans une vie précédente, a été attaquée. Ceux qui parlent de la cybersécurité le mieux, c'est ceux qui se sont fait attaquer, je crois. Et vous le voyez, ils sont toujours vivants. Muriel, à vous la parole. Effectivement, je m'occupais de l'informatique d'une PME et ça nous arrive, mais on s'en remet. En fait, merci à chacun d'entre vous d'être là, avec votre perspective diverses et votre envie de coopérer et de partager sur ces sujets. Donc, je vous souhaite bienvenue à cet événement qui a lieu dans le cadre du mois européen de la cybersécurité au MEDEF. Effectivement, je préside le groupe de travail cyber qui, en fait, dépend de la commission mutation technologique et impacts sociétaux du MEDEF. Donc, en fait, dans cet événement, les speakers vont vous donner des clés de lecture de ces enjeux, du risque numérique et surtout des moyens de construire votre résilience en entreprise. En fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'à la pause et au cocktail, vous veniez à nous, vers Maxence Demerlet, Pauline Féquemont, pour nous suggérer des idées innovantes pour notre groupe de travail, pour faire avancer les entreprises véritablement sur ce sujet.
Je vous donne 2 idées innovantes et j'aimerais que dans ce même esprit, vous veniez avec encore d'autres idées. Par exemple, le MEDEF pourrait relayer vos invitations à des Learning Expeditions, c'est-à-dire que certaines entreprises pourraient ouvrir leurs portes invitées pour être vues en situation de travail sur ces sujets de cybersécurité. Ainsi, on aurait des partages d'expériences vraiment terrain. Donc, voilà, venez vers nous et suggérez-nous des idées innovantes. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Effectivement, une année 2020, un programme très chargé pour le groupe de travail présidé par Muriel. Eh bien, on va reprendre le cours effectivement de cette table ronde et on va commencer avec Guy-Philippe Goldstein qui en fait travaille notamment sur ces sujets de cybersécurité depuis des années. Donc après, nous allons avoir effectivement des échanges et des débats, mais pour rentrer dans ce sujet extrêmement ample, je vous propose d'accueillir effectivement Guy-Philippe Goldstein, chercheur et consultant sur les questions de cybersécurité et cyberdéfense. Bonjour, ravi d'être ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, j'espère. Et donc, comme le disait à l'introduction, donc je suis enseignant à l'école de guerre économique. Je suis également contributeur au journal académique de l'INSS en Israel, Institute for National Security Studies, sur les questions de cyberguerre. Et je suis également advisor pour PwC sur les questions de cybersécurité, cyberdéfense. Également aussi auteur de fiction. C'est très important pour moi. C'est une manière de penser les menaces nouvelles. Alors, on va essayer de parler pendant à peu près un quart d'heure, je crois, de parler d'entreprise et de se dire pourquoi ces questions cyber, qui il y a encore 10 ans, lorsque je commençais à parler de ces choses-là, étaient un petit peu perçues comme de la science-fiction, pourquoi ces questions cyber aujourd'hui touchent directement la valeur même de l'entreprise, sa valeur même patrimoniale. Alors, on va essayer de voir un petit peu quels sont aujourd'hui les problèmes qui sont liés justement à l'évaluation de ces coûts. Et on va parler de coûts, parce que si on ne parle pas de coûts, quel est l'intérêt pour l'entreprise de ces questions cyber? On va essayer de voir un petit peu donc l'impact de ces incidents cyber sur la valorisation des entreprises. Et là, je vais m'en référer à un travail que j'ai mené avec les équipes de Philippe Trouchot du groupe Cyberintelligence de PwC sur l'évaluation justement de l'impact de ce risque cyber sur les entreprises qui sont cotées, qu'elles soient des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire. Et puis, on va essayer de voir un petit peu les facteurs de risque, tout ça en 15 minutes, voilà, en espérant que ça puisse introduire un petit peu le sujet. Alors oui, le sujet cyber aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important. Lorsqu'on pose la question, par exemple, aux cadres supérieurs qui travaillent à la City de Londres et à la Banque d'Angleterre, qui posent la question tous les 6 mois, jusqu'aux années 2014, tout début 2015, en gros, la cyber, c'est pas perçu comme quelque chose d'important. Il n'y a que moins de 3 à 4% des répondants qui identifient ça comme un sujet central, important, de risque systémique pour la City de Londres. Et puis à partir de 2015, il y a une explosion. Aujourd'hui, il y a 66% des répondants au dernier questionnaire posé le deuxième semestre 2018. 66% des répondants à la City de Londres qui identifient ce risque-là comme le risque le plus important. Derrière, le risque politique, c'est-à-dire Brexit. Et on comprend que pour nos amis britanniques, effectivement, le risque le plus important aujourd'hui, c'est le risque Brexit. Mais le risque cyber est aujourd'hui perçu comme très important. Il est également perçu comme très important par les grands dirigeants qui se réunissent chaque année au World Economic Forum de Davos. À l'écran, ce sont les résultats d'une question qui leur est posée chaque année, à savoir qu'est-ce que vous percevez comme les 5-10 risques les plus importants. Et ce qu'il faut regarder sont les cases violettes. Les cases violettes étant les cases où vol de données en ligne ou cyberattaque. Alors, il y a encore 10 ans, il n'y avait pas de case violette. On s'en foutait du risque cyber. En 2014, il y a première apparition et puis c'est disparu juste après. Et puis surtout, 2017, 2018, alors confirmé en 2019, le risque cyber fait partie des 3-4 plus grands risques les plus importants. Au niveau global, le premier risque étant le risque de réchauffement climatique et donc juste après c'est le risque cyber. Mais lorsqu'on pose la question aux géographies que sont l'Amérique du Nord ou Pacifique Est, c'est-à-dire le Pacifique développé et puis l'Europe, eh bien le risque cyber est aujourd'hui perçu comme le risque numéro 1.
Et lorsqu'on pose la question également aux auditeurs et contrôleurs internes de l'ECIIA, qui est le regroupement européen des auditeurs et des contrôleurs internes, eh bien, dans le dernier numéro de Risk Focus, le premier risque perçu pour l'entreprise, c'est bien le risque cyber. Donc voilà un petit peu la situation telle qu'elle est perçue par la plupart des grands dirigeants économiques aujourd'hui par rapport à ce risque cyber. Et on voit des exemples, je vais aller vite parce qu'on a déjà eu pas mal d'exemples, mais voilà les 6 derniers mois en France, quelques petits exemples. Fleury-Michon, le système industriel bloqué pendant publiquement 5 jours. Tout ça parce que apparemment le système d'impression des étiquettes avait été hacké et donc la chaîne industrielle avait été bloquée. Un autre exemple, c'est Général de Ramsay, les cliniques, dont plus d'une centaine de cliniques auraient été touchées pendant l'été. Et puis avant ça, Eurofin, avec une boîte cotée, et qui annonce qu'elle aurait peut-être perdu une partie significative de son résultat net au premier semestre à cause d'une cyberattaque. Bon. Et de manière générale, bon, on voit un risque qui est relativement bien perçu par les entreprises aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. Un dernier sondage qui annonce en Europe qu'il y a environ 40% des entreprises qui affirment, en tout cas qui disent publiquement, qu'elles ont été victimes d'une cyberattaque. Alors c'est ce qu'elles ont vu, peut-être qu'en réalité il y en a plus. Mais bon, en tout cas, il y a déjà cette prise de conscience qu'il y a en gros presque la moitié des entreprises qui ont été déjà victimes de cyberattaques, donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Alors quel est le coût? C'est là où la question devient très trouble, et c'est une question qui est importante, parce que ça a été dit, ça va être répété, j'imagine, cet après-midi. C'est une question qui touche toutes les couches de l'entreprise, de l'employé jusqu'à la direction générale, et le conseil d'administration d'ailleurs aussi. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas exactement combien ça coûte, eh ben, on ne sait pas exactement combien d'efforts d'investissement on peut mettre derrière. Et donc derrière, on n'est pas tout à fait sûr qu'il faut consentir tant ou tant d'efforts sur la cyber. Et c'est là où, à date, il y a un trouble. Il y a un trouble parce que lorsque je regarde par exemple des chiffres qui viennent, mettons, de IBM avec le Ponemon Institute, on va être le coût d'une fuite de données autour de 4 millions de dollars. Alors 4 millions de dollars en moyenne, mais 4 millions de dollars pour un grand groupe, pour dire les choses, c'est pas la fin du monde, hein. C'est un petit ricochet. On va survivre. Bon. D'un autre côté, on a des attaques d'une ampleur qui, pour le coup, peuvent être significatives. On a évoqué NotPetya. La Maison-Blanche a évoqué un chiffre global de 10 milliards de dollars, le coût de NotPetya dans le monde. Alors 10 milliards de dollars, c'est environ le coût d'un ouragan de taille moyenne aux États-Unis. Donc ça devient un peu significatif. Bon. Et puis on a d'autres chiffres. Alors je dois le dire, à vérifier. Je les mets comme ça en pâture. Prenez-les tels qu'ils sont, mais sur les attaques sur les PME, c'est un chiffre qui date de 2012, mais qui semble avoir été corrélé par d'autres chiffres en Australie, alors PME aux États-Unis, Australie peut-être pareil, environ 60% des entreprises, des PME, TPE touchées par une cyberattaque déposeraient le bilan au bout de 6 mois. Bon. À prendre avec des pincettes, il est clair en tout cas que des tailles de plus petites entreprises que des grands groupes ont moins de surface financière, moins de possibilités pour rebondir si jamais elles sont frappées durement. Donc ça, c'est une réalité. Mais on voit bien d'un autre côté que, voilà, des chiffres très larges. Et puis alors, on pourrait aussi évoquer une analyse des gens de la Rand Corporation qui disent que non, un coût moyen, c'est pas 4 millions, c'est 200 000 dollars. Alors là, on est vraiment perdu. Parce que 200 000 dollars, pour les choses, bon, voilà, c'est encore moins important. Bon. Quand on regarde les évaluations boursières après impact, là aussi, en tout cas jusqu'en 2015, les choses sont troubles. Parce qu'on peut avoir des gens comme par exemple TokTok ou Sony qui vont être impactés durement au cours des 15 premiers jours de trading. Okay, mais on va avoir des groupes comme Target, très grand retailer américain, ou JP Morgan, qui eux vont pas avoir d'impact significatif du tout, même sur leur cours de bourse. Donc on se dit, et d'ailleurs il y avait des analystes début 2015 qui le disaient, bon, bah, alors, le cyber, ouais, ok, il faut faire gaffe, il y a des aspects de sécurité nationale, mais en réalité, pour l'entreprise, bon. On va voir que ce n'est pas exactement le cas. On a des exemples concrets que ce n'est pas exactement le cas. Je prends le cas d'Equifax. En septembre 2017, là, bam, on a un vrai choc sur le cours de bourse. On a plus d'un quart du cours de bourse qui va disparaître et des difficultés qu'on va reparler après pour rebondir. Donc on voit des cas aussi où pour le coup, la valeur de l'entreprise, alors là elle est mesurée par les analystes et les actionnaires, mais la valeur de l'entreprise peut subir un choc réel et significatif.
moins 25%, c'est un incident conseil d'administration. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, il y a eu plusieurs grands dirigeants qui ont été virés. Bon, donc voilà, des points de données pour se dire, OK, il se passe des choses. Alors, il se passe des choses, essayons de les comprendre un petit peu. Ce que j'ai essayé de faire avec mes camarades de PwC, dans une étude préliminaire, et il y a une deuxième vague qu'on est en train de construire aujourd'hui, parce qu'on a regardé sur 30 cas d'incidents cyber, donc publics, d'entreprises cotées, parce que c'est plus facile de récupérer l'information, entre 2008 et 2017. Et on a regardé, pas uniquement, on va dire, sur les 5 jours après le choc, mais sur une durée un peu plus longue. Prenons maximum 1 an. Et là, on voit des choses intéressantes. Première chose qu'on voit, c'est que dans environ presque 2/3 des cas, il y a un impact significatif lorsque je regarde au bout de 20 jours de trading, c'est-à-dire environ 1 mois. Et cet impact significatif, il est d'environ, en moyenne, pour 63% des entreprises de cet échantillon, une baisse de 9% du cours de bourse. Donc là, on atteint le niveau incident conseil d'administration. Je perds 10%, là, on est obligé de réunir le conseil d'administration. Bon. Et on a donc 37% qui ne sont pas touchés, on verra un peu pourquoi. Ce qui est intéressant, et c'est là où on va creuser un petit peu la question de la résilience, c'est-à-dire lorsque je suis touché, comment je fais pour bien rebondir, résilience qui vient du latin resiliare, rebondir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces 63%, il y a 2 situations en fait. La première situation, qui touche 40% des entreprises de notre échantillon, c'est que les choses vont aller mal, malheureusement, et ça ne va pas s'arranger sur le temps, entre guillemets, le moyen terme, sur les 12 mois. On va assister, en gros, à une baisse en moyenne de presque 20% du cours de bourse sur 12 mois, comparé au cours de bourse juste avant l'annonce de l'incident. Et là, il y a des facteurs qui sont intéressants à noter. Par exemple, je prends l'exemple de TokTok, qui est une boîte de télécom britannique, qui a eu un petit peu ce comportement-là. Lorsque c'est arrivé, on s'est rendu compte que c'est arrivé à la suite, c'était en octobre 2015, à la suite d'un track record qui lui-même n'était pas terrible. Donc en fait, il y a un élément de mauvaise réputation qui vient se renforcer avec ce choc-là. Et puis aussi, on a découvert des choses qui n'étaient pas correctes, à savoir qu'il y avait des données qui devaient être chiffrées qui n'étaient pas. Donc là, on a vu apparaître des manquements graves. Et ça explique en partie ces chocs qui sont réels et substantiels pour la valeur de l'entreprise. Et donc ça, c'est quand on réagit mal. Quand on réagit bien, par contre, on peut arriver à essayer de rebondir. Et donc dans notre échantillon, on a 23% des entreprises qui vont rebondir et se retrouver à plus 6% du cours de bourse par rapport au cours de bourse avant l'annonce du choc au bout de 12 mois. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ceci. Alors, un point important avant ça, c'est de voir que le rebond se passe dans les 2-3 mois, dans les 50 premiers jours de trading. C'est là où on voit la différence avec le premier groupe. C'est là où tout d'un coup, OK, on est arrivé à rétablir quelque chose. Qu'est-ce qu'on est arrivé à rétablir? La chose la plus importante pour l'entreprise, ce n'est pas uniquement les systèmes techniques, c'est la crédibilité vis-à-vis de vos clients, d'abord et avant tout, vis-à-vis de quand vous êtes coté, de vos investisseurs et analystes, et même quand vous n'êtes pas coté auprès de vos investisseurs de toute façon, et puis aussi auprès de vos employés, parce que ça, c'est votre principal poste de coût. Bon, on voit que quand on fait peut-être les choses bien, eh ben on arrive à rebondir. On fait les choses bien parce qu'on s'est mieux préparé en amont, parce que le conseil d'administration aussi, parfois, a pris des décisions qui peuvent être dures. Alors ça, je sais que quand je le dis, parfois, ça fait grincer un petit peu les dents, mais il arrive qu'une des stratégies de se montrer crédible, c'est à la fois de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on va dire, et parfois, ça veut dire aussi virer des membres de la direction générale pour dire, voyez, vous comprenez, on fait un sacrifice des grands dirigeants, mais on a bien senti la peine qu'on a provoquée chez vous actionnaires, chez vous clients, et donc cette peine-là, on la répète parce qu'on se sépare de collaborateurs qui étaient importants. Puis derrière, il y a des éléments de qualité de la communication, de transparence de la communication qui sont très importants. On voit aussi d'ailleurs que la gestion de la crise en tant que telle est un facteur très important pour rétablir la valeur. Parce qu'à nouveau, ce qu'on essaie de rétablir, bien sûr, il faut rétablir la qualité, la compétence et les éléments de système technique, mais il faut d'abord rétablir, il faut in fine rétablir la crédibilité auprès des clients, des investisseurs et aussi des employés. Ce qui est intéressant, c'est que quand on compare cette étude préliminaire où ça se passe mal, on perd moins 20%, ça se passe bien,
on rebondit à 6%. Quand on la compare avec une plus vieille étude, alors là qui date de 2000, qui a été faite par des chercheurs d'Oxford, sur des choses évidemment qui n'ont rien à voir avec le cyber, et qui sont, eh bien, il y a un grand accident de réputation pour l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on se rend compte que là aussi, si je gère mal, eh bien, je finis à moins 15% au bout d'un an. Si je gère bien, je finis à plus 7% au bout d'un an. Donc là aussi, on voit des choses qui sont un peu comparables, et on se dit quoi? On se dit que le risque cyber est capable de créer beaucoup de coûts dans l'entreprise, mais que le coût le plus grave, c'est le coût de la réputation pour l'entreprise, et à nouveau de sa crédibilité auprès de toutes les personnes qu'on a déjà citées. Et ce que semble montrer ce papier d'Oxford, et c'est aussi pour ça qu'on va creuser avec PwC, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, il y a aujourd'hui une communication, le coût de la réputation, c'est le coût cyber. Enfin, le coût cyber est devenu, dans le plus dur, un coût de la réputation. Et il y a de la recherche qui explique ça en termes de lier la valeur d'une entreprise avec sa réputation. Des études, une qui est faite au Babson College, qui lierait en gros un tiers de la valeur d'entreprise avec sa réputation, ce qui somme toute est relativement logique néanmoins, parce que le principal actif intangible d'une entreprise, c'est la confiance de ses clients. Si elle perd sa base de clients, elle perd l'essentiel de son activité économique. Mais on le voit aussi auprès des employés. Alors, si on descend un peu plus dans les facteurs de risque, en gros, ce qu'on a identifié à date, et puis on va encore creuser ça, c'est qu'il y a 4 gros facteurs de risque. Bon. Certains qui sont liés au cyber en tant que tel, mais d'autres qui ne le sont pas nécessairement. C'est aussi important à noter. Évidemment, l'état de préparation face au risque cyber, de facto. Est-ce qu'il y a eu les entraînements nécessaires, les équipements nécessaires? Est-ce que l'ensemble de l'entreprise a été, entre guillemets, sous tension? La qualité de la réponse après l'incident, ce qu'on a évoqué. Et ça met en place à la fois une qualité de réponse technique, mais aussi les questions de communication, mais aussi la gouvernance au plus haut niveau de l'entreprise, avoir un conseil d'administration qui est capable de prendre les décisions dures lorsqu'il faut les prendre, et au bon moment. Évidemment, il y a des questions plus générales de digitalisation des activités. Certaines activités sont plus exposées au risque cyber à date que d'autres. Même s'il faut bien voir qu'on est dans un mouvement très général où, pour reprendre ce que disait Marc Andreessen, « Software is eating the world », on est en train de se faire bouffer par le software, et qu'on voit des activités où, par exemple, je prends l'automobile, aujourd'hui, les lignes de code, il y a plus de lignes de code dans certaines voitures que dans certains avions, et que, de facto, la fabrication du logiciel devient une part très importante de la valeur produite dans l'entreprise, quelles que soient les activités. Bon. Et puis après, il y a d'autres éléments comme le profil business. Je suis un monopole, bon, je me fais attaquer, mais à la limite, je m'en fous parce que les clients vont revenir. Versus, je suis face à une très forte compétition, bah là, j'ai plein de parts de marché que je risque de perdre, et là, mon impact sera plus fort. On le voit alors avec quelques exemples d'autres études, une qui vient de Oxford Economica qui montre alors là, la variation du cours de bourse dans les 3-4 jours après l'annonce. On voit effectivement que certains secteurs comme le commerce et l'hôtellerie sont moins exposés que d'autres, comme la communication et la finance. OK, c'est ce qu'on vient de dire. Mais on voit aussi un point important, c'est que la confiance est quelque chose qui se construit dans le temps et qui est quelque chose qui est facile à perdre. Et pour moi, c'est un point très important que j'aimerais souligner. Je reprends l'exemple de Equifax. Donc Equifax, septembre 2017, impact, choc. OK. Et là, il y a ce que certains chercheurs, dont chercheurs de Northwestern University, mon ancienne alma mater, identifient 3 composantes de la confiance. C'est la compétence technique, ou la compétence générale, mais aussi l'honnêteté et la dimension éthique. C'est-à-dire, c'est au-delà de l'aspect légal, j'ai pensé à mes clients, et puis j'ai pensé au reste du monde autour de mes clients. Ce qui est intéressant avec Equifax, c'est qu'il y a le choc. Bon, ils font les choses qu'il faut, d'un point de vue technique, ils virent les personnes qu'il faut virer du point de vue des directions générales, et puis l'entreprise rebondit. Bon, sauf que, on apprend aussi que, il y avait un manquement éthique, parce que Equifax savait beaucoup de choses avant qu'ils l'annoncent à leurs clients, et ça, beaucoup de clients n'ont pas apprécié. Et puis, il y avait peut-être même un problème légal, un manquement légal. À savoir qu'il y a certains dirigeants d'Equifax qui ont peut-être su, qui ont peut-être joué là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des enquêtes du FBI qui sont ouvertes contre certains dirigeants d'Equifax. Donc, en gros, sur les 3 dimensions du spectre, Equifax était pris en défaut. Résultat, eh bien, vous le voyez à l'écran, 12 mois plus tard,
Equifax semble s'être rétabli, mais ils annoncent des résultats financiers qui sont légèrement inférieurs aux attentes du marché, d'environ 3%. Et là, c'est la sanction. Ils perdent plus de 28%. Une des raisons étant que la confiance a été perdue parce que, comme je disais, non seulement les dimensions de compétences ont été mises à défaut initialement, mais aussi les dimensions d'honnêteté, mais aussi les dimensions éthiques. Tout ça pour dire à nouveau que la question cyber n'est pas qu'une question technique, c'est une question de gouvernance, c'est une question de culture, c'est une question très profondément humaine, et c'est une question qui touche, voilà, profondément à la valeur de l'entreprise. Merci.